Grosse nouvelle aujourd'hui, potentiellement la dernière grande annonce de Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. Aux poubelles, le projet de TGF. On met sur la table un projet de TGV. Le juste train. Oh mon Dieu. Ça vient pas de moi, là. C'est des auditeurs qui ont dit ça, que c'était le juste train. Je suis pas un fan, moi, de ces jeux de mots-là. Moi, oui, j'adore ça. Oh, oui. Non, mais c'est parce juste que train. des fois, ça peut être drôle d'une fois, mais là, quand ça devient, là... J'essaie de penser à d'autres qui peuvent me taper ses nerfs. Envoyez-moi là à moi d'abord, ces affaires. Oui. Le juste train. Je vais rire la première fois, puis après ça, je fais comme je vois des yeux un petit peu. Bref, TGV Québec-Toronto, 1000 km, une vitesse de 300 km/h. Imaginez faire Québec-Montréal en 1h30, Québec-Toronto en 4h30. Est-ce que c'est réaliste? Je pense qu'on s'entend sur le fait que ce serait bon. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se réaliser? Est-ce que c'est vraiment sur les rails? Tiens, sans faire de mauvais jeu de mots de mon côté aussi. On va en parler avec quelqu'un qu'on avait reçu il y a à peu près un an de ça, qui nous avait parlé des démarches qui étaient faites, tout ça. Là, il doit être très satisfait de l'étape supplémentaire qui vient d'être franchie. Martin Imblot, qui est le président-chef de la direction de Via TGF ou Via TGV, peut-être devrions-nous dire, M. Imblot, je ne sais plus, là. Bonjour, messieurs, puis c'est ni un ni l'autre. C'est Alto maintenant. On va arrêter de parler de Via quelque chose. C'est Alto. C'est un TGV Alto entre Québec et Toronto, une identité propre pour faire un projet qui est bien fort. Qu'est-ce qu'on a annoncé aujourd'hui? Donc, il y a une intention, mais il y a plus que ça. Il y a un consortium, notamment, qui a été choisi. On est rendu où, concrètement, là? Oui, c'est beaucoup plus qu'une intention ce matin. Le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces. La première, c'est qu'il a confirmé que c'était bel et bien un TGV que les Canadiens voulaient et qu'on allait développer. Première des choses. La deuxième, ils ont confirmé qu'un projet comme ça ne se fait pas seul par le gouvernement, mais il faut s'associer avec un consortium privé. Et on a annoncé aujourd'hui que c'était le consortium de Cadence qui a été retenu pour faire le développement et la réalisation du projet. Et aussi, c'est pas rien, comment est le financement pour la prochaine phase pour être capable de livrer un projet qui se gère bien, qui se construit bien, puis qui va vous satisfaire. On a les deniers nécessaires pour la phase de développement qui va durer 5-6 ans. Fait que c'est ces trois choses-là qui ont été annoncées. Puis au passage, on en a profité pour dire aux gens, via TGF, j'ai jamais été un grand fan de ce nom-là, et on se dote d'une autre identité qui est propre, et donc Alto devient l'identité du véhicule pour le développement du projet. Monsieur Imbeau, chaque fois qu'on parlait de ça, j'avais l'impression que les gens, c'est pas un train à grande fréquence qu'on voulait, c'était vraiment un TGV. Puis là, ce matin, c'était un TGV qu'on annonce. Le maire de Québec, à un moment donné, s'était mêlé justement du débat en disant c'est un TGV, que ça prend un train à grande vitesse. Comment ça s'est passé, le changement, là? Qui a décidé ça? Puis qu'est-ce qui a fait que finalement, on va peut-être essayer d'accoucher d'un train à grande vitesse plutôt qu'un train à grande fréquence? C'est plusieurs facteurs. Première des choses, le temps donne raison aux bonnes idées. Fait que des TGV, on en a parlé, et ça fait longtemps qu'on aurait dû bâtir ce système-là. Deuxièmement, les Canadiens, les Ontariens et les Québécois, quand on les sonde, là, ils nous disent, voulez-vous quelque chose qui est un peu plus rapide, un peu plus fréquent, ou quelque chose qui va vraiment changer le comportement des Canadiens puis comment on se déplace entre Québec, puis Montréal, puis Toronto? Ils nous disent à très, très forte proportion, si vous êtes pour le faire, faites un TGV. Fait qu'on les a écoutés, on a présenté ça aux différentes autorités, et on avait eu, je pense, un bon flair de faire un appel d'offres avec 2 volets. Dites-nous, vous autres, les gens du privé, là, vous feriez quoi? Plus rapide puis plus fréquent, ou si c'était un TGV, vous le feriez comment? Et donc, on a bénéficié du savoir du privé à l'international pour biffer, pour améliorer notre business case. Et le gouvernement a reçu cette information-là et a fait un choix de TGV. Et on n'est pas mécontent de la décision des non-contraires. Bon, évidemment, ça va coûter plus cher un TGV qu'un TGF, mais je pense que tout le monde reconnaît les avantages d'avoir un TGV. Mais en quoi on vient, puis jusqu'à quel point, en fait, on vient augmenter le niveau de complexité de la réalisation d'un ouvrage comme celui-là et parallèlement, les risques que finalement ça achoppe, qu'il y ait trop d'objections, que ce soit trop compliqué. T'sais, est-ce que le pourcentage de chances que ça se réalise là, à l'étape où on est plus faible que si ça avait été un TGF, où vous vous dites non, oui, il y a des obstacles, mais au même titre que ça l'aurait été qu'un TGF, on va tous les surmonter un après l'autre? Là où il y a eu un grand moment d'épiphanie l'année passée,
c'est quand on a dit aux différents décideurs là, que l'on fasse un TGF ou on fasse un TGV, ça va prendre des voies qui sont dédiées. De penser qu'on peut améliorer le système des Canadiens sur les voies du CN et du CP, là, ça marchera pas. Fait qu'on va dépenser de l'argent pour être encore pogné derrière les wagons de marchandises. Fait qu'on va dépenser de l'argent pour améliorer de façon marginale. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Fait que si on est pour penser à des voies dédiées à la fois pour un train fréquent ou un TGV, c'est là que la différence de coût, elle n'est pas si importante que ça. Mettons 20 à 30 % plus cher pour faire un TGV. Mais par contre, un TGV, c'est 25 millions de Canadiens qui vont être dans le train au milieu du siècle, alors qu'un TGF, l'utilisation serait beaucoup plus faible. Fait que le gain économique en coût de la vie et en productivité est sans commune mesure. Fait que le coût supplémentaire, oui, il est présent, il n'est pas marginal, mais les gains sont un multiple du coût. Fait que c'est sûr que tu veux un TGV quand tu regardes le gain économique et le gain de temps qui est associé avec un train aussi rapide. Mais là, la voie dédiée, là, je veux dire, c'est loin d'être banal dans l'histoire. Puis ça, moi, évidemment, je trouve ça parfait. J'ai tendance à être très enthousiaste quand je l'entends parler, mais la voie dédiée veut dire expropriation, veut dire gare, veut dire... Tu sais, par exemple, prenons le corridor Québec-Montréal. La voie dédiée, là, si es-tu capable déjà, peut-être dans votre tête, de la situer? Va-tu être le long de la vieille voie de Via-Rail? Va-tu être dans un champ? C'est tout un défi quand même, la voie dédiée, là. Oui, mais tu sais, des projets linéaires de longue distance, là, on en fait au Québec, puis on en fait au Canada, puis j'en ai fait. C'est pas facile, mais ça se fait et ça peut bien se faire. Deuxièmement, pourquoi le Québec serait différent d'un TGV entre Barcelone puis Valence? Pourquoi ce serait différent entre Paris puis Marseille? Pourquoi nous autres, ce serait plus difficile qu'ailleurs alors qu'on a plus d'espace, plus de terrain? Parce que c'est tout le temps comme ça au Québec. Si j'étais cynique, je vous dirais que c'est tout le temps comme ça dans tous les projets. Oui, c'est difficile. Tu sais, moi, tous mes projets n'ont pas été des succès. Il y en a qui ont été des difficultés. Il faut être impatient et y avoir beaucoup d'acharnement là-dedans. Mais d'acquérir les terrains de gré à gré, notamment avec les agriculteurs, c'est possible. Ça coûte. Il y a un coût à ça. Il y a une relation à établir avec les gens de l'UPA. Ils ont leurs recettes, ils ont leurs préoccupations, ils ont leurs doléances. Il faut prendre notre temps avec les agriculteurs. C'est la même chose avec les communautés d'accueil. C'est la même chose avec Québec. Où allons-nous situer la gare à Québec? Il y a la gare du Palais. On va considérer plusieurs options. Là, il faut qu'on avance intelligemment. C'est pas un seul et unique projet de 1000 km dont on parle, là. C'est un réseau. Et un réseau, que ce soit un réseau électrique, un réseau énergétique ou un réseau ferroviaire, ça se fait par phase. On va le faire en quelques phases. Fait qu'on va travailler d'abord sur l'ensemble du réseau pour en délimiter un peu les limites. Et ensuite, on va développer de façon détaillée chacune des phases et on va être capable de répondre aux interrogations, mais phase par phase, pas sur l'ensemble de 1000 km. Ça peut pas se faire d'une shot, un projet aussi gros que ça. On a eu une très bonne discussion un peu plus tôt dans l'émission avec nos collègues Catherine et Alexandre. Puis une des questions qui était soulevée, qui est fort pertinente, c'est à qui ça va s'adresser, un TGV comme ça? Le citoyen de la classe moyenne de Québec qui veut aller passer un week-end à Montréal, qui veut aller passer un week-end à Toronto, est-ce que ça va être avantageux pour lui ou quand il va regarder, il va comparer avec le coût de prendre sa voiture versus le coût de prendre l'avion? Ça va s'adresser à une tranche de la société des hommes d'affaires, femmes d'affaires qui ont des comptes de dépenses ou des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Est-ce que tout le monde va y trouver son compte, M. Imblot? C'est là. Ça, c'est la meilleure question. On n'est pas une lubie qui offre un service à du monde qui n'en ont pas besoin. Prenons 3-4 catégories. Des étudiants qui vivent momentanément à Québec sont obligés de payer un deuxième appartement parce qu'ils viennent de Montréal ou de Trois-Rivières. Eux autres, ils vont prendre un TGV, ça va leur coûter moins cher. Les gens d'affaires qui partent de Québec puis qui viennent de Montréal, par exemple, les gens de Desjardins qui partent en shuttle de Lévis ou encore des autres compagnies d'assurance puis qui viennent à chaque semaine en autobus, ils vont prendre un train, ça va coûter moins cher, ça va être plus efficace. Les personnes âgées qui sont à Trois-Rivières puis qui ont besoin d'aller se faire traiter pour quelques heures à Québec, ils vont prendre le train. Les touristes qui veulent profiter d'un festival qui est à Montréal puis qui viennent de Toronto, ils ne paieront pas 800$ pour prendre l'avion, ils vont payer beaucoup moins cher pour prendre le train. Partout dans le monde où les TGV sont développés, là, ils occupent 70% du marché du transport intercité. Nous autres, au Canada,
80% du marché intercité, c'est la voiture. Pas parce qu'on est si différent, c'est parce que l'option n'est pas là. Donc, c'est toutes ces catégories de personnes qui vont faire en sorte que plutôt que d'avoir juste 4 millions d'utilisateurs, on va en avoir 25 millions au milieu du siècle. Puis pas parce que c'est rocket science, c'est parce que c'est la même chose qu'un réseau européen, vite, fréquent, fiable, intercité. On va faire la même recette que c'est fait ailleurs et on va avoir le même succès. Mais en même temps, est-ce qu'il va y avoir une préoccupation réelle de dire il faut être moins cher que l'avion, il faut essayer d'être concurrentiel envers la voiture? Parce que tantôt, il y a des gens qui faisaient des calculs. Moi, je pense que ça reste très attrayant, un TGV, par rapport au prix de l'essence, par rapport au prix des stationnements à Toronto, etc. Mais vous autres, allez-vous avoir comme priorité de dire on va être compétitif avec la voiture sur les coûts, entre autres? Là? Absolument. L'un des mandats qui est écrit noir sur blanc dans ce que le gouvernement m'a donné, puis la ministre m'a donné, c'est Martin, avec ta gang, il faut que tu développes un service qui est abordable. Le succès du projet, c'est le nombre d'utilisateurs. Fait qu'il faut que les étudiants aient des passes de TGV pas trop chères et qui coûtent moins cher qu'une voiture. Tu sais, un char par kilomètre, là, les gens, des fois, on dit que ça coûte peut-être genre 70 cents par kilomètre, puis un train, ça va coûter genre 20 cents par kilomètre. Quelque chose comme ça. J'ai oublié les détails, là. Mais il faut que pour toutes les catégories des gens, que ce soit moins coûteux. Fait que le succès, c'est l'utilisation. Je reviens sur ce chiffre-là, je ne veux pas rentrer dans des chiffres trop détaillés, mais il n'y a même pas 4 millions de Canadiens qui prennent le train dans ce corridor-là, pas parce qu'il n'est pas bon, il est juste pas assez vite et pas assez fiable. Il y en aurait 25 millions au milieu du siècle. La population du Québec et de l'Ontario au milieu du siècle, ça va être quoi? Ça va être 25 millions de personnes. Mm-hmm. C'est une évidence que la densité de la population justifie et nécessite une desserte efficace entre les grands centres et entre les trois capitales d'un corridor. Vous avez dit, M. Imblot, le succès, c'est l'utilisation, oui, mais le succès, c'est aussi la fiabilité. Vous n'êtes pas sans savoir que ces jours-ci, le REM à Montréal a assez mauvaise réputation avec des ratés, des pannes, etc., les conditions hivernales qui semblent être infernales pour le REM. Puis on regarde CDPQ Infra se défendre, entre autres l'entrevue de M. Arbeau ce matin au 98.5, on en a écouté des extraits, c'était, ma foi, catastrophique. Et là, il y a le consortium retenu qui a été annoncé ce matin, consortium Cadence, duquel fait partie CDPQ Infra. À la lumière de ce qui se passe en ce moment avec le REM, moi, je peux vous dire que pour le tramway à Québec, on est un peu préoccupé. Est-ce que vous aussi, vous êtes préoccupé pour votre partenariat pour le TGV? Le consortium qui a été choisi par un processus hyper structuré et détaillé, là, on avait 3 grands consortiums internationaux dans lesquels il y avait des designers, des firmes d'ingénierie, des opérateurs. C'est le groupe Cadence. Cadence, c'est DPQ. C'est aussi SNCF, compagnie d'opération française, c'est Keolis, c'est Sistra, c'est Air Canada et c'est Atkins Realis. Donc, c'est un grand consortium composé de plusieurs talents qui nous permet d'avoir tout le bouquet de services de l'ingénierie jusqu'à l'opération. Première affaire. Deuxième truc, c'est clair que nous, on va avoir des variations de température qui vont être très importantes au Québec. Pas juste l'hiver, mais aussi l'été. Fait qu'il faut qu'on manœuvre entre du moins 30 et du plus 30. Fait qu'il faut qu'on pense dès maintenant au niveau d'ingénierie, de construction et de système d'opération, comment on va s'assurer de faire quelque chose qui est fiable. C'est pas unique, ça, des TGV qui fonctionnent dans le froid intense et dans la glace et dans la neige. Ça existe en Scandinavie, ça existe en Chine. Et donc, il faut s'assurer de faire les bons choix technologiques. Et oui, l'hiver, c'est une contrainte. Oui, l'hiver, tous les services, les aéroports, les trains, les voitures ont des impacts dus à la météo. Il peut y avoir un certain ralentissement, mais ça se fait un peu partout et donc c'est une réalité et une contrainte, c'est pas un empêchement. Fait qu'il va falloir qu'on soit sûr d'investir dans les bonnes affaires de déglaçage, de déneigement, de chauffage, protéger les caténaires pour s'assurer que la variation de température ne vienne pas nuire à un service que je qualifie déjà d'essentiel. On a un service essentiel qu'on n'a pas. Fait qu'on va le développer puis on va mettre en place quelque chose qui va être la fierté des Canadiens pour longtemps. Une question et une sous-question. Première question, est-ce que mon collègue Jonathan et moi, qui sommes dans la quarantaine, est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Et de deux, comme sous-question,
On commence par quoi? Vous l'avez dit tantôt, on ne peut pas tout faire en même temps. Je gagerais sur Montréal, Toronto, là, mais c'est quoi l'échéancier dans le temps et selon les étapes? Là? Si je faisais une blague poche, je vous dirais qu'on va avoir un TGV à Québec avant le retour des Nordiques, mais ça se peut. Moi. Tant mieux. Mais écoutez, on a besoin de 4-5 ans de développement. Ça, c'est important. Cette phase-là, c'est là où on va travailler avec beaucoup de patience parce qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions technologiques, les bons choix, les bons tracés. Fait que ce 4-5 ans-là, il faut bien l'investir. Ensuite, on va commencer la construction et ce n'est pas un seul projet, c'est un réseau composé de différentes phases. Quelle sera la première phase? Je ne le sais pas. Pas parce que je veux la cacher, je le sais pas. Logiquement, Montréal-Toronto, logiquement, ça devrait être ça, non? Je peux... pourquoi? Tu peux le savoir. C'est des facteurs. D'autres personnes me disent pourquoi c'est pas ce tronçon-là. On va se donner un petit peu de temps de travailler intelligemment avant de lancer des idées, des tronçons. Faire des annonces, ce matin, c'est un bout de le fun, là, mais c'est pas le bout le plus difficile. Là, la job, elle commence et on va prendre le temps de bien faire. Donc, quand on aura fait un peu de travail, on vous dira qu'est-ce qu'on pense qui devrait être le premier tronçon, la première phase du projet, mais assurément, il va y avoir quelques phases là-dedans. On peut pas faire plus que 300 km dans une phase. C'est entre 2 et 300 km, là, ça commence à faire du projet linéaire très important. Et si on veut maximiser l'impact économique au Canada et de maximiser les entrepreneurs locaux au Québec et en Ontario, ça aussi, il faut le faire par phase. Donc, c'est une raison pour laquelle on va faire ça en quelques étapes de cette façon-là. Mais on va vous tenir au courant, on va se reparler quand vous voudrez. Ça va être important de rester connecté avec le monde, qu'on leur parle de ce projet-là de façon régulière, où on est rendu, pourquoi on le fait, on a tous des problèmes. Ça va nous faire plaisir de vous suivre, de partager le degré d'avancement avec vous de façon régulière. En terminant, M. Blot, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent est-ce que le Canada en ce moment a les moyens de se payer un projet comme celui-là avec la situation économique? Je réponds de façon bien directe que le Canada n'est pas assez riche pour se priver d'un projet de croissance économique et d'augmentation importante de la productivité. Ce projet-là va coûter quelques dizaines de milliards. Mais il va contribuer à une augmentation de la productivité et de la richesse du Canada de 1% au PIB. On a-tu vraiment le loisir et le luxe de se priver d'une croissance de 20 millions de dollars au PIB par année à 1% par une augmentation de la productivité et d'une réduction du coût de la vie? Moi, je pense que non. C'est la différence entre un programme qui est une dépense et un investissement dans une infrastructure qui va demeurer la propriété du Canada, comme la voie maritime du Saint-Laurent qui est encore aujourd'hui, qui rapporte plus que son coût initial, puis qui est encore la propriété du Canada. C'est le même genre d'infrastructure dont on va bénéficier pour les 100 prochaines années. Il faut faire une différence entre une dépense puis un amortissement d'un actif qui génère... je vous invite d'ailleurs, Clément Gignac, ce matin, a fait un post très intéressant sur LinkedIn où il parle de la différence entre les deux et des gains associés à l'investissement. C'est très bien fait. Ça fait bien du sens, mais moi, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez des contrats béton signés que le gouvernement, c'est jusqu'à quel point le gouvernement est engagé? Parce que c'est pas tous les partis politiques qui ont qui sont lousses là-dessus, les dépenses pour le transport en commun. Autrement dit, est-ce que le projet est à l'abri de l'arrivée des conservateurs au pouvoir éventuellement? Y a-t-il des contrats signés qui sont incontournables ou béton actuellement, ou on est juste dans l'annonce d'une idée et d'un projet? Non, on n'est pas dans l'annonce d'une idée. Ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'on l'a passé. Le moment des débats et des idées, puis la procrastination est derrière nous. Là, on lance le développement. Oui, les contrats, Le contrat avec Cadence va être signé dans les prochains jours, quelques prochaines semaines. 3, il appartiendra toujours au gouvernement, qui est le bailleur de fonds du projet, de décider de la destinée de ce genre de projet-là. Donc, la destinée politique, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je vais m'arranger pour vous développer le projet le meilleur possible, le plus vite possible. On va passer au travers de plusieurs cycles électoraux, tant au niveau fédéral, provincial que municipal. Fait que l'obsession politique, moi, je dois en faire... c'est une réalité, mais c'est pas une contrainte. Moi, je vais travailler pour vous autres pour vous faire le meilleur projet. Monsieur Humblot, très, très, très intéressant. Merci. On va suivre ça. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci de l'intérêt. À très bientôt. Merci. Martin Humblot, non plus président de VIA TGF, mais de Alto, qui est le maître d'œuvre donc du projet de TGV. Est-ce que le Just Train va être soumis à la Just Inflation?
Hein, tu l'aimes-tu, celle-là? Embarques-tu un peu plus? Just Train, Just Inflation. Est-ce que la juste inflation va atteindre le juste train dans les coûts et tout ça? Là? Merci aux auditeurs qui continuent. Si Pierre Poilievre est contre le TGV, il pourra dire le Just Train. Il pourra l'utiliser. Le Just Train et le Just Inflation. Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder, non. Il y a des gens qui nous disent, vous croyez vraiment que ça va se faire? Ils sont fous. Ben, pourquoi ça se fait en Europe qu'on pourrait pas le faire dans le corridor Québec-Toronto? Ça devrait se faire dans le corridor New York-Baltimore aussi aux États-Unis. En ce moment, je crois plus à ça qu'au troisième lien. Pas compliqué, là? Moi aussi. Je crois plus à ça qu'au troisième lien. Définitivement. OK, 14h24 minutes. On s'arrête, on revient.